Bonjour, rebonjour. Cette seconde vidéo sur le congrès de Tours, à l'occasion de son centenaire, va donc traiter essentiellement des arguments opposés par Léon Blum. Dans la première vidéo, je me suis donc attaché à décrire dans quel climat général ce congrès se déroulait et notamment sur le fait que plus que le texte même des conditions mises par le Comintern, l'international communiste, a adhéré, le Congrès avait en fait poursuivi dans la voie de la sanction contre la pratique durant la Première Guerre mondiale, la collaboration, pour ne pas dire la trahison des socialistes. J'ai également, dans la vidéo précédente, souligné combien la mission confiée à Frossard et à Cachin avait été importante, même si Frossard et Cachin ont été convaincus de choisir le soutien à la Troisième Internationale sur la base de 9 conditions. Alors que, à leur retour, ils découvrent que Lénine a profondément modifié non pas l'esprit de ce texte, mais l'a complété. Ce sont les 21 conditions d'adhésion qui sont extrêmement claires et qui forment un tout théorique, un tout doctrinal, ce tout étant soumis à une autorité qui crée en fait un véritable parti mondial. C'est là-dessus que l'argumentaire de Blum va porter pour l'essentiel. Même si les jeux sont faits, puisque 3 motions principales s'opposent lors de ce congrès, une motion qui rassemble les partisans de l'adhésion au Comintern, ce qui est majoritaire, très largement majoritaire, mais qui ne signifie pas, je crois qu'il faut vraiment insister sur ce point, que tous soutenaient les 21 conditions réellement. Pour eux, il s'agissait d'acter la rupture avec la pratique antérieure des années de guerre. Une seconde position, qui reprend d'ailleurs le courant pacifiste qu'avait incarné Jean Longuet, mais dont les conditions posées par le Comintern expriment que l'on ne peut pas l'intégrer dans le nouveau parti, au même titre que des dirigeants autres, je pense à Tourati par exemple. Jean Longuet, petit-fils de Karl Marx, qui est jugé indésirable, ce courant est prêt
a accepté l'adhésion. Donc, à côté de Jean Longuet, on trouve Paul Faure, par exemple, dont le pacifisme est parfaitement connu, quitte à ceux qui le conduisent, mais évidemment, les circonstances sont radicalement différentes. Ce qui le conduit donc en 1940 sur une position très, comment dire, capitularde et de ralliement à la France de Pétain. Il faut dire les choses comme elles sont. Qui avait refusé la guerre contre Hitler au nom d'un pacifisme intégral pour lequel il estimait que la guerre face à Hitler ne valait pas la mort d'un vigneron de Haute-Saône, son département d'élection. Il faut, par exemple, pour Longuet et Paul Faure, obtenir de revenir dans les 21 conditions sur l'article 17, la condition numéro 17, qui exprime clairement que le nouveau parti devra respecter les directives centrales de la Troisième Internationale. C'est une forme de caporalisation, de militarisation du parti. Et la 21e qui théorise comme méthode d'action la notion d'insurrection de type blanquiste. Mais bon, voilà. La frontière est peut-être beaucoup moins nette entre ces deux premiers courants qu'il n'y paraît, tant, je répète, que chez ceux qui vont massivement voter très largement pour l'adhésion à la Troisième Internationale, nombreux sont ceux qui pensaient que l'on votait pour un texte de référence, mais dont la mise en pratique, n'est-ce pas, n'empêcherait pas que, au plan national, la section française de cette internationale communiste continuerait à jouer sa propre partition. Ce n'est pas une hypothèse de ma part. Puis-je faire observer par exemple que Frossard dirigera la section française de l'Internationale communiste avant lui-même de renoncer, d'en être exclu. Parce que Frossard lui-même était habité par cette idée. Et force est de constater que dès 1922, il devra abandonner ses fonctions. Donc, je le répète, c'est tout sauf un procès d'intention de ma part. Ce qu'il y a de plus intéressant avec le troisième courant mené par Léon Blum, où on retrouve Albert Thomas, mais aussi, l'historiographie communiste oublie de le souligner, Jules Guesde, puisque pour une partie non négligeable du courant qui fait de la naissance du communisme en France la continuité du guédisme, qui est quand même une idée là qui mériterait d'être très sérieusement contestée
intellectuellement, historiquement et politiquement. Pour ce troisième courant, ultra minoritaire, c'est un refus global de l'adhésion. Et en ce sens-là, le discours de Bloom, dont on ne retient que la formule fameuse « pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste à garder la vieille maison », nous avons affaire là à un refus en bloc parce que ce courant comprend très bien que ces 21 conditions d'adhésion formant un tout global, il faut les contester globalement. On ne peut pas adhérer conditionnellement. Et c'est davantage sur ce plan que la critique intellectuelle que mène Bloom, la charge que mène Bloom il y a 100 ans, jour pour jour, est, de mon point de vue en tout cas, la plus intéressante. Il n'y a pas tant, si vous voulez, de contestation théorique ou doctrinale du corpus du marxisme chez Bloom. Je renvoie à son très long développement sur la lutte des classes, sur la dictature du prolétariat. Parce que le fond du débat, il le formule de la manière suivante. Oui à la dictature du prolétariat, mais exercée par un parti comme le nôtre, pas comme le vôtre. C'est-à-dire pas par un parti de révolutionnaires professionnels, un parti d'avant-garde, dont la direction est en fait à Moscou, caporalisée à l'extrême, et devant impérativement obéir, quelle que soit la situation en France, aux directives imposées au nom des intérêts de la révolution russe. Ce n'est pas l'idée de dictature du prolétariat que met en cause Bloom. Après, on instruira de manière récurrente contre Bloom un procès de révisionnisme idéologique, sous-entendu de mollesse idéologique, y compris d'ailleurs dans les rangs du Parti socialiste après la libération. Mais cela me mènerait trop loin que d'analyser tout cela. Le débat n'est pas là. Le mode d'organisation fondé sur, n'est-ce pas, une professionnalisation du révolutionnaire, soumis à cette autorité strictement pyramidale, que l'on va baptiser du mot de centralisme démocratique à tous les niveaux, et qui dans les faits a souvent signifié centralisation extrême sans démocratie. Parce que c'est bien de ça dont il va s'agir. Assez longuement. Tout cela, donc, constitue le cœur du discours de Bloom. Alors, aujourd'hui, on se réfère souvent au discours de Bloom, et comme toujours en la matière, sans l'avoir lu sérieusement, parce que, je le répète, il n'y a pas de révision doctrinale du canon du marxisme et du canon révolutionnaire chez Bloom. L'accusation de réformisme, sous-entendu continuité de la trahison initiée entre 1914
et 1918 est un jugement de valeur, une accusation politique très claire. Voilà pourquoi je m'insurge contre ce qui trop souvent tient lieu d'analyse par rapport à ce discours. Il s'agit, pour Blum, de rester fidèle non seulement au choix qui avait présidé à l'unification du mouvement socialiste français en 1905, mais également à une conception révolutionnaire des choses. Donc, tout l'habillage selon lequel Blum remettrait en cause idéologiquement le canon révolutionnaire est un alibi politique mené par un certain nombre de ses ennemis. Ce que Blum refuse, c'est, je le répète, l'idée d'un parti d'élite, de révolutionnaires professionnels, d'un groupuscule d'avant-garde, obéissant au doigt et à l'œil à des directives internationales, qui se résumeraient dans la seule défense de la révolution russe et de ses intérêts. Et ce n'est pas, je le répète encore une fois, un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention dont il s'agit. Là. Alors, Blum prend la parole le 27 décembre. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour l'histoire. Parce que dans les faits, il a perdu et il le sait. Il sait que la majorité des délégués ont choisi d'adhérer à la Troisième Internationale. Chez les élus, ce sera un petit peu différent, puisqu'il gardera la majorité du groupe parlementaire, bien amputée après les élections de novembre 19, et j'ai fait allusion, et il s'attachera à reconstruire un parti socialiste, d'abord en faisant tout pour que ce parti socialiste se préserve de l'exercice du pouvoir. Il ne veut pas recommencer ce qui s'est joué entre 1914 et 1917, d'où son jeu subtil qui aboutira à cette théorisation de la différenciation entre exercice du pouvoir et prise du pouvoir. Et il cantonnera, en tout cas au niveau du groupe parlementaire socialiste, à de strictes pratiques de soutien sans participation lorsque des accords électoraux avec le parti radical, dans un cadre de défense républicaine pour l'essentiel, seront passés. Et puis, il y aura évidemment cette période d'exercice, de gestion loyale, dira-t-il, pour sauver la démocratie républicaine menacée par le fascisme et qui s'appelle le Front populaire. Cette fois-là, ce seront les communistes qui soutiendront simplement sans participer
et qui accompagneront le grand mouvement social de 1936. Si on en revient maintenant au déroulé même du Congrès, le Congrès, qui était joué d'avance, va se trouver un petit peu plus radicalisé par deux événements clairs. D'abord, le télégramme de Zinoviev, qui parvient aux délégués dans la matinée du 28 décembre, qui soutient donc la motion de Loriot, Monat, Souvarine, Cachin, Frossard et autres, et qui rappelle l'exclusive jetée contre d'autres dirigeants et qui lui vaudra donc la répartie de Jean Longuet, selon lequel le socialisme, je cite, le socialisme de Jaurès ne peut aller à Moscou la corde au cou et la tête couverte de cendres. Le second événement qui fera, comme on dirait aujourd'hui, le buzz, c'est l'arrivée lors du congrès de Clara Zetkin, envoyée de l'Internationale communiste, dont le gouvernement avait évidemment interdit le séjour, et qui entre théâtralement dans la salle du Congrès à Tours, au beau milieu du discours de Frossard, qui est en train d'expliquer pourquoi il faut adhérer. Elle a voyagé clandestinement et, bien évidemment, elle prend la parole pour exprimer toute la doxa des dirigeants bolcheviques, dénonçant pêle-mêle opportunistes de tout poil et la nécessité d'un parti centralisé, militarisé, fortement discipliné. Voilà. Les deux événements, mais je le répète, les choses étaient jouées d'avance, donc le discours de Blum, dont je tenais à saluer le centenaire, et sur lequel il ne faut pas commettre de contresens. Alors, en guise de conclusion, deux mots. Je répète, ce n'est pas un procès d'intention que je fais. L'itinéraire de quelqu'un comme Frossard, qui sera brièvement à la tête de cette section française de l'Internationale communiste, puisque elle ne prendra le nom de Parti communiste qu'en 1922, avant que l'épithète français ne lui soit accolée. Je crois que c'est au Congrès de Lille en 1926. Parti communiste français. Mais l'expression était utilisée évidemment après le Congrès de Tours. Tout cela illustre bien que les dangers évoqués par Blum quant au fait que l'obéissance aveugle à un comité occulte dirigé en Russie pouvait s'avérer extrêmement dangereuse. C'est tout ce qu'on appellera, à partir de 1922, la nécessité de la bolchevisation du Parti communiste.
Et cette histoire sera une histoire très, 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 très dure et très complexe, et qui ne sera finalement tranchée que par le conflit entre Dorio et Torres au début des années 30. Et je ne m'étendrai pas ici sur les raisons du choix de Maurice Torres par le Comintern. Alors même que la ligne politique que défendait à l'époque Dorio était davantage celle d'un rassemblement populaire par rapport à la perception du danger incarné par le fascisme et par le nazisme. Moi, je demeure toujours très frappé de cette ligne classe contre classe très dure qui a animé les dirigeants communistes internationaux qui ont fait du socialisme, de la social-démocratie, leur ennemi principal. Et je crois que devant l'histoire, la formule du secrétaire général du Parti communiste allemand, Thälmann, à la veille de la prise du pouvoir par Hitler, selon laquelle l'arbre fasciste ne saurait cacher la forêt social-démocrate, en démontre toute l'inanité. Puis, le deuxième mot de conclusion que je voudrais développer, c'est à propos d'un des fondateurs qui jouera un rôle éminent dans ce parti communiste français, Boris Souvarine. Parce que Souvarine, très tôt, va se rendre compte de ses illusions. Et Souvarine, personne ne peut le critiquer sur la période 1914-1917. Personne. Et Souvarine va comprendre, et j'invite chacune et chacun à se plonger dans sa monumentale biographie de Staline, dans laquelle, dès le début des années 30, il analyse sans aucune ambiguïté tous les dangers du phénomène stalinien. Voilà ce que je voulais dire, voilà ma petite contribution à ce centenaire du Congrès de Tours. Vous l'aurez compris, mon analyse, c'est difficile de séparer l'historien du politique, je ne suis pas totalement schizophrène, et quand même très nettement du côté de Léon Blum dans cette affaire-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et en cette période de fête, je vous adresse tous mes vœux pour vous et ceux qui vous sont proches.